Fond de Latte. Voici l'histoire d'Yvonne Chevalier. En 1951, à Orléans, elle tue son mari, qui n'est pas n'importe qui. Il est député-maire d'Orléans et vient d'être nommé ministre. Et pourtant, 4 mois plus tard, elle est acquittée par la cour d'assises. Pourquoi ? Je pense que vous allez le comprendre en écoutant cette histoire que j'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Le 12 août 1951, au matin, à Orléans, en plein centre-ville, dans le quartier de la Cathédrale, au 22 rue Jeanne d'Arc, plus précisément, la gardienne entend 4 coups de feu. Et juste après, Madame Chevalier, qui habite l'immeuble, vient frapper à la porte de sa loge. Elle a son fils Mathieu dans ses bras. « Vous pouvez me garder Mathieu un moment ?»« Oui, bien sûr, madame. Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Rien du tout, ne vous inquiétez pas. » Madame Chevalier est l'épouse du docteur Chevalier, le député-maire d'Orléans, qui la veille a été nommé ministre dans le gouvernement Pleven. Comment voulez-vous qu'elle lui refuse de garder le petit ? Quelques instants plus tard, nouveau coup de feu. Et là, la concierge décide d'aller voir. Alors elle se lance dans l'escalier. C'est une dame d'un certain âge. Elle arrive un peu essoufflée. Ah, vous êtes là ? J'ai tué mon mari. Et de fait, il est là, son mari, dans la chambre, sur le tapis, dans une mare de sang. Madame Chevalier elle-même appelle alors le commissariat d'Orléans. Le commissaire est un ami de la famille. « Vous pouvez venir, commissaire ?»« Oui, chez nous, au 22 rue Jeanne d'Arc. Mon mari a besoin de vous. »« D'accord, je vous attends. » Ça, pour avoir besoin de lui, il a besoin de lui. Le commissaire vient en personne. Et quand il arrive, il trouve Yvonne Chevalier tout en noir. Elle a déjà revêtu ses habits de veuve. « Commissaire, j'ai perdu la tête. J'ai été prise d'une folie, je ne sais pas. »« Et pour quelle raison, enfin, cher ami ? » J'ai pensé que mon mari avait une maîtresse. Alors quand il est rentré de Paris, je lui ai tout simplement demandé des explications. Et là, il m'a dit, « Si tu continues, je vais te quitter. » Je lui ai répondu, « Si tu fais ça, je me tue. » Et là, je suis allé dans l'armoire. J'ai pris le revolver qui était caché sous la pile de draps. Pour me tuer, commissaire, devant lui. Et là, savez-vous ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, « Mais tue-toi, c'est ce que tu auras fait de plus intelligent dans ta vie. » Et il a ajouté, « Attends que je sois parti, je suis pressé. » J'ai pas supporté, commissaire. Et donc, au lieu de se tuer, elle l'a tué. Elle dit qu'elle a tiré 4 fois. Que là, son fils, le petit Mathieu, s'est mis à hurler. Elle a posé le revolver, elle est allée le réconforter, elle l'a descendu chez la concierge, et elle est remontée. Après ça, je voulais me tuer. Je me suis mis à genoux à côté de lui. Il bougeait plus. Et puis là, j'ai vu au mur la photo de notre fils aîné. Et que voulez-vous, j'ai pas trouvé la force d'abandonner mes enfants. Et donc elle a tiré la 5e balle sur son mari. Elle dit que son corps a été secoué par un spasme. Voilà, monsieur le commissaire. C'est tout. Après, je vous ai appelé. Yvonne Chevalier est emmenée au commissariat d'Orléans. La nouvelle a déjà fait le tour de la ville. Et devant le commissariat, il y a des gens qui hurlent « À mort ! À mort !» Elle a tué le maire. Elle a tué le député. Elle a tué le nouveau ministre. Sa femme. C'est un événement considérable. Les obsèques ont lieu 4 jours plus tard.
Des obsèques nationales. Le président de la République, Albert Lebrun, est là, qui est venu en train. Tous les magasins, les administrations, les entreprises ont baissé leurs rideaux. Et la foule, massée derrière des barrières, remplit toute la rue Jeanne d'Arc jusqu'au parvis de la cathédrale Sainte-Croix. Le corbillard, couvert de fleurs, est tendu de drap noir et tiré par 2 chevaux. Il est suivi par le président Lebrun et par les parents du disparu. Dans le journal du matin, La République du Centre, Roger Secrétin, le directeur et futur maire, écrit « Nous sommes sous le coup d'un tel drame que les 4 jours qui se sont écoulés ne nous ont pas permis de reprendre nos sens et le cours normal de nos pensées, d'accepter comme une réalité le brutal message qui entraîna aussitôt l'ordre des choses dans un vertige. Le maire d'Orléans est mort. » Je vous concède que c'est un peu lyrique, mais ça traduit l'incompréhension des gens. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme pour qu'elle en arrive là ? Parce que sur les faits eux-mêmes, l'enquête va être vite bouclée. Yvonne Chevalier reconnaît que c'est elle qui a tué. Et d'ailleurs, c'est elle qui a appelé le commissaire pour se dénoncer. Sur les faits, il n'y a pas de doute. En revanche, sur le contexte, sur le mobile, à ce stade, on ne sait rien. Et c'est important en vue du procès. On ne condamne pas à la même peine une femme bafouée et une femme machiavélique. Une femme bafouée peut attendrir un jury d'assises. Elle peut même être acquittée. On l'a déjà vu. D'où l'urgence d'approfondir l'enquête à la recherche d'un mobile, des ressorts de ce meurtre. Sur ce plan-là, pour l'instant, on a cette histoire de maîtresse. Elle soupçonnait l'existence d'une maîtresse. Elle a demandé une explication. Elle a menacé de se tuer, elle. Il lui a dit « Mais tue-toi, c'est ce que tu auras fait de plus intelligent dans ta vie. » Ça l'a mise hors d'elle, elle l'a tué, lui. Mais enfin, si toutes les femmes trompées se mettaient à tuer leur mari, en disant « Il m'a trompé, j'ai pas supporté », il n'y aurait plus d'hommes sur la planète. Elle est née dans la Beauce, dans une ferme. C'est une fille de paysan. Elle est allée en pension chez les sœurs. Elle y a appris l'humilité, le dévouement, la compassion. C'est une jeune fille un peu réservée, vierge évidemment quand il la rencontre, timide, discrète plutôt. Et d'ailleurs, les parents de Pierre, au début, ne voient pas cette idylle d'un très bon œil. Pour eux, c'est ce qu'on appelle une mésalliance. Mais les 2 tourtereaux s'aiment puissamment. Et selon les critères de l'époque, il faut reconnaître qu'ils vont bien ensemble. Lui est brillant et ambitieux, elle est dévouée et docile. C'est l'épouse idéale. Et puis la guerre arrive. Et Pierre est mobilisé, évidemment. Il part au front comme médecin-lieutenant. Ça pourrait être l'occasion de tourner la page. Mais non. Car Pierre a des principes. Alors il revient en permission en décembre 1939 pour l'épouser. Avec cette idée que peut-être à la guerre il va mourir et que donc il faut la protéger en la faisant devenir Madame Chevalier. Et ce faisant d'ailleurs, il force la main à ses parents. Et puis il repart. Et il est capturé en 1940 et envoyé dans un camp de prisonniers à Münster, en Allemagne, jusqu'à sa libération fin janvier 1941. Et là, il rentre chez lui, à Orléans, retrouver sa femme. Quand il arrive, c'est un héros de guerre. Les rapports disent qu'il a été d'une bravoure sans égale. Et d'ailleurs, il arbore la croix de guerre. Il ouvre un cabinet de médecine, et la suite est assez classique. Elle tombe enceinte. Ils ont un premier fils. Lui travaille beaucoup, et à côté, il bascule dans la résistance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pierre Chevalier a été membre du comité directeur du mouvement Libération Nord. Son cabinet de docteur était une boîte aux lettres de la résistance. Finalement, pour échapper aux rafles, il entre en clandestinité, et dans le maquis, il est désigné maire d'Orléans pour la libération. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, quand il entre dans Orléans libéré,
C'est un héros. Et c'est là que se situe le moment clé dans la vie de ce couple. Le moment où l'ambition de Pierre écrase tout sur son passage. Tout, et surtout Yvonne. Le 23 août 1944, Pierre Chevalier devient donc maire provisoire d'Orléans. En avril 1945, il est élu maire et député à l'Assemblée constituante. Et en 1947, il est réélu. C'est donc à lui qu'il appartient de reconstruire Orléans, qui est en ruine après les bombardements allemands et alliés. Il a compris que s'il réussit ça, s'il redonne aux Orléanais de l'eau, de l'électricité, s'il relance la machine administrative, rien ne pourra plus lui résister. Et c'est comme ça qu'il est le premier maire en France à utiliser le béton précontraint pour reconstruire vite et bien. Orléans est cité partout comme un modèle. Et à l'Assemblée nationale, il est assez habile. Il s'inscrit à l'UDSR, qui est un petit groupe politique charnière, incontournable si on veut bâtir un gouvernement ou le renverser. La preuve d'ailleurs que c'est un groupe d'ambitieux, Gaston Defferre en est membre, et un certain François Mitterrand. Et Yvonne, dans tout ça? Eh bien Yvonne, elle l'embarrasse un peu. Elle n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Elle ne se tient pas comme il faut, et elle n'est pas assez élégante. Elle ne sait pas tenir une conversation. Et un jour, il lui dit « Oh, ce que t'es falote, ma pauvre. Enfin, sur toi, les plus belles robes tombent comme des chiffons. » Le salaud. Et elle, du coup, elle essaye de se maquiller, de s'habiller comme il faut. Elle dévore les manuels de savoir-vivre. Elle apprend même par cœur des extraits des recueils littéraires. Mais rien n'y fait. Quand il la traîne à des réceptions mondaines, elle reste seule, pendant des heures, une coupe de champagne à la main. Personne ne lui parle. Et lui, décidément, ma pauvre Yvonne, t'as toujours l'air d'une bonne sœur en civil. Elle lui fait honte. Voilà, honte. Et après la naissance de leur deuxième fils, il se met à faire chambre à part. Et bientôt, il ne l'invite plus nulle part. Et elle se sent délaissée. Elle est malheureuse. Elle voudrait qu'il redevienne simple médecin comme avant. En fait, tu fais tout pour t'opposer à mon ascension? Hein, tu veux quoi? Tu veux une petite vie étroite, étriquée? Un jour, il la griffe, il la gifle, il lui donne des coups de pied, il lui arrache des touffes de cheveux. Et elle étouffe ses cris pour ne pas réveiller les enfants. On de la raconte, la suite du récit. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette obsession de la maîtresse. Car maintenant, il a un appartement à Paris. Elle n'y est allée qu'une fois, mais elle sait qu'il sort tous les soirs. Alors elle finit par lui poser la question. Il y a une autre femme, Pierre? Ah. Mais oui, hein? Il y a toutes les autres femmes, hein? Sauf toi. Toi, tu comptes pas. Toi, t'es hors jeu, ma pauvre. Alors elle va fouiller dans son bureau, et elle trouve une lettre d'une certaine Jeanne Perrault. Une lettre très explicite, très torride même. Elle n'osera jamais aborder le sujet avec Pierre. Mais aller affronter la maîtresse, pourquoi pas? Parce que cette Jeanne Perrault, elle la connaît très bien. Son mari, Léon Perrault, est propriétaire du grand magasin d'Orléans, à la ville de Paris. Alors un jour, elle décide d'aller l'affronter chez elle, sur son terrain. Un matin, c'est le mari cocu qui lui ouvre la porte. Petit, mince, le visage osseux, il commence à perdre ses cheveux. Oui, ma femme est là, je vous l'appelle. Jeanne, c'est pour toi. Et là-dessus, il enfile son manteau et il file. Et Jeanne apparaît,
en nuisette dans le salon, grande, belle, la chevelure rousse flamboyante, une cigarette à la main et une tasse de café dans l'autre. Une vampe au saut du lit. « Yvonne, quelle surprise! Comment allez-vous » Yvonne n'y va pas par 4 chemins. « Vous êtes la maîtresse de Pierre, n'est-ce pas ?»« Mais enfin, vous me flattez. Un homme tel que lui, avec une fille comme moi, enfin c'est pas sérieux. Nous sommes juste bons camarades. » Elle n'en tire rien de plus. Alors elle va voir le mari, Léon. Elle se dit entre cocus, on va se comprendre. Tu parles ? Je compatis, madame, je compatis, mais en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je suis au courant des infidélités de ma femme. On a noué un pacte, voyez-vous. Elle est libre, mais pas de scandale, pour les enfants et surtout pour le commerce. Quant à monsieur Chevalier, votre époux, il m'a obtenu la Légion d'honneur pour mon frère, alors. Misérable. Le 17 juin 1951, Pierre Chevalier est réélu triomphalement à la tête d'Orléans. Et Yvonne est là, au cœur de la liesse générale, au milieu des journalistes, des amis, des collaborateurs, des piques-assiettes. Elle est là. Et soudain, elle fend la foule et elle prend son Pierre par le cou et elle l'embrasse, une galoche sur la bouche, devant tout le monde. Elle veut le reconquérir. Et lui, avec un dégoût visible, la repousse si violemment qu'elle manque de tomber à terre. Garde tes distances, enfin. Je n'aime pas me donner en spectacle. Yvonne prétexte une migraine et elle quitte la réception. 2 mois après, elle le tue. Voilà ce qu'il y avait à apprendre sur la vie d'Yvonne et Pierre Chevalier en prévision du procès. C'est une femme humiliée, méprisée, blessée. Une femme dont Chevalier a honte parce qu'elle n'a pas les manières, parce qu'elle n'a pas la distinction, parce qu'elle est une paysanne et que ça ne lui va plus. Vous allez me dire, ça n'excuse rien. Ça explique, mais ça n'excuse rien. Eh bien, on va voir. Le procès d'Yvonne Chevalier s'ouvre le 5 novembre 1951, 4 mois seulement après le drame. Vu l'émotion qui s'est emparée d'Orléans, il a été dépaysé à Reims. Le premier jour, 3000 personnes se massent devant le palais de justice. 3000 ! Beaucoup plus qu'il n'y a de place dans la salle d'assises, mais ça vous donne une idée de la passion qui entoure cette affaire. La majorité de ceux qui ont pu entrer dans cette salle d'assises, disons-le tout de suite, sont du côté d'Yvonne. Depuis que cette affaire fait les choux gras de la presse et que les turpitudes de son mari ont été révélées, Yvonne Chevalier a gagné le soutien de l'opinion. Dans cette France des années 50, où les violences conjugales ne sont pas un sujet, les Français ont choisi leur camp. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Quand Yvonne entre dans la cour d'assises, elle est telle qu'on l'imaginait. Modeste, discrète, simple. Elle ressemble au fond à ces femmes qui sont assises dans le public. Un petit tailleur gris, un chemisier blanc, les cheveux bien lissés, la tête inclinée sur l'épaule gauche. Le journaliste Jean Laborde, qui est l'un des plus célèbres chroniqueurs de l'époque, écrit « Elle a un profil de vierge romane ». Jeanne Perrot, la scandaleuse, est là aussi. Chevelure rousse, chapeau vert, demi-sourire d'impertinente. À l'appel de son nom dans la liste des témoins, Madame Perrot témoignera en début d'après-midi. Le président doit faire taire un murmure hostile qui monte de la foule. Cette briseuse de couple,
cette vampe. Assez vite, on s'aperçoit que le président de la cour d'assises, lui-même, est plutôt favorable à Yvonne. Vous avez beaucoup souffert, madame. Et je dois bien rappeler les étapes de votre désespoir. Et puis l'expert psychiatre, le docteur Gouriou, vient à la barre. Madame Chevalier est saine d'esprit. Ça ne fait aucun doute. Elle ne souffre d'aucun trouble mental. Mais je peux dire que le jour du crime, elle n'avait pas une responsabilité entière. Les chocs moraux qu'elle avait subis et le régime qu'elle suivait ont provoqué chez elle, je dirais, une sorte de dérèglement de ses facultés de jugement. Et à la fin, l'avocat général Lindon fait un réquisitoire d'une indulgence inédite. Parce que d'habitude, c'est lui qui tape sur l'accusé, c'est lui qui réclame la mort, qui réclame perpétuité. Mais là, c'est un autre homme. C'est une douloureuse affaire, hein, où l'amour désespéré d'une femme a mis en deuil toute une ville. Ai-je besoin de vous dire qu'il faut plaindre Yvonne Chevalier? Non, je ne crois pas. Allez-vous prononcer une peine criminelle, c'est-à-dire la réclusion aux travaux forcés? Je ne le réclamerai pas. Il ne va quand même pas demander l'acquittement. Ne rendez pas une justice de roman, hein? Ça n'est pas un divorce que vous jugez. C'est un meurtre. Un meurtre pour lequel je vous demande une peine de 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme? Pour un meurtre? Derrière, l'avocat d'Yvonne n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à dire, tout est dit. Pour une fois que l'avocat général est son meilleur allié. Alors il plaide rapidement et les jurés se retirent. Le jury est composé de 5 agriculteurs, un maçon et un représentant de commerce. Avec le président et ses 2 assesseurs, ça fait 10 hommes. 10 hommes, tous pères de famille, et pas une femme. Pour Yvonne, ce n'est pas le jury idéal. Les délibérations durent à peine 30 minutes. Et pendant tout ce temps, par la fenêtre, on entend la foule qui crie « Libérez-la! Libérez-la !» Le jury devait répondre à 3 questions. Yvonne Chevalier est-elle coupable d'avoir porté des coups et blessures? Le jury a répondu non. Ces coups ont-ils entraîné la mort avec l'intention de la donner? Le jury a répondu non. Yvonne Chevalier a-t-elle volontairement donné la mort? Le jury a répondu non. En conséquence de quoi, Madame Yvonne Chevalier est acquittée. Acquittée? Enfin, vous vous rendez compte? Acquittée après avoir tué son mari, un ministre? Acquittée? Dehors, les 3000 personnes massées devant le palais de justice de Reims explosent de joie. Heureusement qu'on évacue la dame par un fourgon cellulaire, parce que sinon, la foule l'aurait portée en triomphe. Et elle encaisse le verdict comme elle a traversé son procès. Modestement, sans un geste, sans un sourire, sans un mouvement de visage. Elle semble indifférente. Imaginez la tête des 40 reporters de la presse étrangère, des Anglais et des Américains surtout, qui assistent à ce verdict. Enfin, comment expliquer à leurs concitoyens cette particularité française qui est l'indulgence pour le crime passionnel? Voilà un pays où on peut tuer son mari de 5 coups de revolver et sortir du palais de justice libre et acclamé par la foule. Autant vous dire que dans les jours qui suivent, les Anglais se régalent avec cette histoire. Dans d'ironiques chroniques, ils annoncent une hécatombe de maris français. Quant aux chroniqueurs de chez nous, ils sont partagés.
sur ce verdict. Le Parisien libéré écrit « Si Madame Chevalier n'est pas coupable d'avoir tué son mari, mais de quoi diable Monsieur Chevalier est-il mort ? Quoi qu'il en soit, Yvonne récupère ses enfants. L'Église catholique lui donne l'absolution pour son crime. Elle y tenait, ça, c'était essentiel. Et ensuite, sur les conseils du curé de sa paroisse, elle quitte Orléans et même la France pour aller s'installer loin, très loin, en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, avec ses enfants. Et là-bas, elle travaille comme sage-femme volontaire dans un hôpital pour pauvres. Elle donne des cours aussi aux infirmières. Elle rentre en métropole en 1963 et s'installe à la Motte-Beuvron, où elle meurt 21 ans plus tard, en novembre 1984. C'est étonnant que nul n'ait jamais songé à récupérer son histoire pour faire d'Yvonne Chevalier une égérie du féminisme. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Formidable histoire que cette histoire d'Yvonne Chevalier que nous allons débriefer dans un instant avec Florent Buisson, journaliste à la République du Centre à Orléans. Vous avez réalisé il y a quelques années, pour le 65e anniversaire, je crois, de la mort de Pierre Chevalier, un travail pour la République du Centre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, on va en parler. Et vous vous posez la question de la réhabilitation de Pierre Chevalier. Moi, je me pose la question, vous l'avez entendu à la fin, de la réhabilitation de sa femme, parce que c'est elle l'héroïne de l'histoire, pardon. Ouais, complètement. Mais l'axe du travail était davantage sur la réhabilitation de l'héritage politique de Pierre Chevalier plus que de l'homme. C'est surtout ça que j'ai traité dans le document dont vous parlez. Il y a une rue, Yvonne Chevalier, à Orléans, ou un gymnase, ou une école, ou que sais-je ? Ah non, pas du tout, non, il y a pas de lieu, de rue qui porte son nom à elle, et il y a simplement des allées qui portent le nom de son mari. Tout ça est resté dans une relative discrétion depuis cette mort spectaculaire. Cet homme n'a pas mérité plus qu'une allée, lui non plus. Non. Un boulevard, une avenue, quelque chose, quoi. Non, rien de tout ça. On va dire que la mémoire de Pierre Chevalier n'a pas été, défendue par le grand public, si je puis dire. C'est resté dans un cercle très restreint des amis, des politiques qui, chaque année, faisaient une petite commémoration. Mais il n'y avait pas d'élan populaire. Ça tient peut-être aussi au caractère très violent de sa mort, hein. Et puis après, de l'acquittement de sa femme. Enfin, il y a quelque chose d'assez presque personnel qui a peut-être trop touché les Orléanais pour qu'on puisse faire un lieu ou rendre hommage à ce maire assassiné, en tout cas tué. Donc il n'y a pas de mémoire au fond de cette affaire aujourd'hui à Orléans. Si je vais me balader dans la rue et que je pose la question aux gens, personne ne va me dire ah oui je sais. À part les plus anciens, je suis pas sûr qu'on vous réponde de manière très précise sur ces faits-là. C'est assez troublant, mais ça c'est une chose. Mais pourtant, à chaque fois qu'on parle de cette affaire, à chaque fois comme on l'a fait il y a quelques années pour le 55e anniversaire de sa mort, on a beaucoup de réactions. Les articles sont très lus et on a beaucoup de réactions. Pas de gens qui se souviennent, hein, mais comme vous l'avez fait d'ailleurs, je trouve dans votre récit, les deux côtés un petit peu se retrouvent dans les commentaires, c'est-à-dire soit la défense de la femme bafouée, humiliée, qui a fini par tuer son mari, soit la défense de l'homme, de son héritage politique. On est après la Deuxième Guerre mondiale, il a fait des choses importantes pour la ville, qui ont donné d'ailleurs des exemples dans la France entière. Donc voilà, c'est à chaque fois deux camps qui s'affrontent, et encore aujourd'hui. Alors j'ai donc lu votre travail en 2016 pour marquer le 65e anniversaire de cette affaire. Vous avez retenu au fond le reconstructeur, pas le salaud. Non, j'ai retenu vraiment, comme je le disais précédemment, l'homme politique. Je parle pas de l'homme privé qui visiblement, et vous en avez fait état de manière assez longue, n'était pas quelqu'un de qui était plus qu'incorrect avec sa femme et qui l'a visiblement trompé. C'est plutôt attesté. Je suis vraiment resté sur l'héritage parce que moi, qui ne suis pas orléanais d'origine, quand j'ai découvert cette histoire, j'ai trouvé qu'on parlait évidemment beaucoup du fait divers,
du meurtre, qui est très violent, qui est très soudain et par définition, qui a beaucoup marqué les esprits, mais très peu de l'héritage politique et des 7 ans qu'il a passé à la tête de la ville et qui sont peut-être pas non plus à balayer parce qu'il a eu une fin tragique et parce qu'il a eu une vie tumultueuse comme beaucoup de nos représentants politiques, pardonnez-moi. On n'exagère pas un peu son rôle, parce que tous les maires de grandes villes se sont trouvés dans la même situation, en tout cas des villes qui avaient été bombardées et détruites pendant la guerre. Lui comme les autres, il a été meilleur que les autres, vraiment ? Alors je ne sais pas si c'est lui qui a été meilleur que les autres ou s'il a su mettre en valeur des gens qui étaient meilleurs que les autres. Alors, vous le dites d'ailleurs dans le récit, sur la reconstruction d'Orléans, qui a été ensuite un exemple qui a été reproduit ailleurs en France. Je dis pas en termes d'esthétisme, la partie reconstruite d'Orléans n'est pas la plus jolie, si je puis dire, même si je suis pas là pour en juger, mais en tout cas ça a été rapide, ça a été efficace, ça a été costaud, si je puis dire, ça tient toujours la route, et ça a été un modèle. Alors je ne sais pas si lui était un excellent maire, mais en tout cas, elle a su mettre en valeur des gens qui, eux, étaient très bons dans leur domaine. Après, vous dites qu'on en fait beaucoup sur son héritage. Pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord, parce que, par définition, donner simplement des allées, le nom de Pierre Chevalier à des allées, je pense pas que ce soit, franchement, lui rendre un hommage surdimensionné. Mais je comprends que ça soit compliqué à faire aussi, compte tenu de ce qui s'est passé après, parce que la justice, elle a posé une vérité. La justice, elle dit que c'est elle la gentille et lui le méchant, même s'il est mort. C'est ça que dit le verdict d'assises, et ça s'impose en politique comme à tout le monde, hein. Exactement, le verdict, il privilégie la victime et il oublie la coupable de manière assez nette. Alors, ce que j'ai lu dans votre enquête, c'est qu'au lendemain de la guerre, il y a à peu près 1000 immeubles qui ont été détruits par les bombardements, et au total 17 hectares qui sont sinistrés du centre-ville. Absolument. Et lui, il fait quoi alors ? Parce que il a le choix de faire appel à Le Corbusier, qui lui propose un projet très audacieux qu'il ne retient pas, hein. Oui, tout à fait. Lui, il travaille, il fait son boulot de maire, il fait son boulot de député maire, c'est-à-dire qu'au-delà même d'Orléans, on peut pas dire qu'il se spécialise dans la chose, mais il en devient un des représentants et un des élus qui compte en matière de reconstruction. Il devient le chef de file des maires de grandes villes de France en matière de reconstruction. Il est président de l'association, je crois, de mémoire, je vous dis ça de tête. Donc voilà, il bosse, quoi, tout simplement, il fait son boulot de maire, quoi. Il se renseigne, il fait appel, à Le Corbusier, puis après finalement ça ne se fait pas, il fait appel à d'autres et ça se fait. Enfin voilà, il travaille tout simplement comme vous l'avez dit d'ailleurs, comme aurait pu faire d'autres maires à sa place. Vous lui devez notamment la rue Royale, hein, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette rue Royale ? Elle a été en fait reconstruite pas à l'identique, mais ils ont reproduit les arcades qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale, et ils les ont reproduites tout simplement, d'une manière un peu différente, parce que c'était compliqué de rester dans un mimétisme, parce qu'on était aussi dans une nouvelle ère, il fallait moderniser tout ça, mais ils les ont reproduites. Après, si vous voulez, c'était surtout un travail rapide, efficace, plus qu'un travail esthétique. La reconstruction d'Orléans, elle est entre guillemets pionnière, si je puis dire, à cause de ça, et pas tant dans l'esthétisme des bâtiments. Alors il faut qu'on parle aussi de l'habile politicien, parce que en vérité, s'il n'avait pas été tué par sa femme, il aurait sans doute eu une carrière qui le rendrait célèbre aujourd'hui au niveau national. Il venait d'entrer comme ministre des Sports, je crois, au gouvernement Pleven. C'était pas sa spécialité, mais il était au gouvernement, et il était surtout à coquiner avec deux personnages centraux des décennies qui vont suivre, qui sont Gaston Defferre et François Mitterrand. Absolument, oui, c'était un ami personnel de François Mitterrand. Et c'est vrai que dans le document que j'ai réalisé il y a quelques années, je pose la question, clairement, quel aurait été son avenir politique. Une fois de plus, je me suis intéressé à l'homme politique et pas à l'homme. Quel aurait été son avenir politique s'il n'avait pas été tué par sa femme. Vous le disiez, Gaston Defferre, François Mitterrand ont eu des destins évidemment exceptionnels, et surtout François Mitterrand. Est-ce qu'il aurait été dans le sillage de François Mitterrand ? Est-ce qu'il aurait fait partie de ses gouvernements ? On peut tout supposer. Ou est-ce qu'il aurait gêné l'ascension de François Mitterrand, puisqu'il faisait partie
partie du même groupe à l'Assemblée nationale. C'est des questions qui aujourd'hui restent entières, mais je sais de sources sûres, puisque c'est un ancien maire d'Orléans qui fut ministre de François Mitterrand, Jean-Pierre Sueur, qui le dit, que François Mitterrand avait une grande admiration pour Pierre Chevalier et qui lui prédisait un grand avenir politique. En tout cas, il disait qu'il avait beaucoup de potentiel. Et son habileté, c'est déjà un peu du macronisme, c'est de ne pas faire plus de politique que ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à s'allier avec les uns et les autres, et il dit, j'ai lu ça dans votre papier, cette phrase extraordinaire, mon souhait le plus sincère est que la politique reste désormais à la porte de la salle des séances du conseil municipal comme un manteau nécessaire et incommode qu'on abandonne au vestiaire. Oui, c'est assez effarant d'entendre ça aujourd'hui, mais je pense que c'est simplement un homme de son temps, en fait. À l'époque, le maire est certes un personnage central dans la politique locale, mais il n'est que, entre guillemets, il passe bien après le préfet qui, lui, centralise tous les pouvoirs dans le département. Donc, il symbolise simplement ça, et je pense qu'il a aussi une conception de la politique qui est beaucoup plus verticale. Tout part de Paris, il est parlementaire, c'est peut-être aussi pour ça qui dit ça. S'il n'avait pas été parlementaire, peut-être qu'il aurait défendu davantage le pouvoir municipal, mais il est parlementaire, donc il reconnaît que le parlementaire finalement a plus de pouvoir et plus d'influence qu'un maire, et il le verbalise de manière assez forte et nette. J'ai une proposition à vous faire. Moi, je me dis que dans cette époque où on cherche des coups, des coups de communication, il y aurait une idée assez géniale à faire à Orléans, si peut-être la République du Centre peut se faire le relais de cette idée. Ça serait d'avoir une rue qui s'appellerait Pierre Chevalier, qui arriverait sur une petite place, et puis une autre rue qui s'appellerait Yvonne Chevalier, et qui arriverait sur cette place-là. Et au fond, cette place serait l'endroit où on pourrait raconter cette histoire, qui est l'histoire d'un homme ambitieux, qui probablement aurait marqué son époque si on ne l'avait pas tué si jeune, de 42 ans, et puis d'une femme qui est l'incarnation de ce qu'on appelle aujourd'hui les femmes bafouées, les femmes victimes de féminicide. C'est une égérie du féminisme contemporain. Il y a quelque chose à tirer de ces deux personnes et de leur destin commun. Vous pensez pas ? Complètement, je vous prends au mot. Les élections municipales approchant à grands pas, je vous propose de venir à Orléans, puis vous faites la proposition aux différents candidats. Mais ce que vous dites est très intéressant, parce que dans notre département, à 1 heure d'Orléans, à 3/4 d'heure d'Orléans, il existe le petit village de la Selle-sur-Biais, qui est le village de Jacqueline Sauvage, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui, elle, est devenue une figure du féminisme, puisqu'elle a abattu son mari, mais elle a été battue elle-même pendant des années. Donc il y a une espèce, pas de mimétisme évidemment, parce que les deux destins n'ont rien à voir, mais en tout cas c'est dans le même département, et on peut faire une analogie. Ne tranchons pas entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Puisqu'ils appartiennent à l'histoire, il ne nous appartient plus de les juger. Ça a déjà été fait. Lui, il a été jugé par sa femme et elle par un jury d'assises. Et ma foi, laissons les deux histoires se rencontrer. Merci en tout cas Florent Buisson de la République du Centre d'avoir débriefé cette histoire avec nous il y a un certain nombre de décennies après, donc plus 3, 65 ou 68 ans après. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 € par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation. Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 €. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Pensez à covoiturer. Rendez-vous chez Suzuki Sarcelles, 8 rue Henri Dunant.